Dans cet épisode, vous allez voir ma traversée de la France. Les paysages que j'ai traversés, les galères qui me sont arrivées, mais surtout les gens que j'ai rencontrés. J'ai redécouvert mon pays d'une autre façon et j'ai décidé de vous partager mon aventure avec vous. Bonjour les amis, bienvenue dans cette première vidéo. Donc je me trouve actuellement en Italie, entre Milan et Venise. Je suis super content de vous présenter ce début de projet aujourd'hui. Vous allez voir, il s'est passé des choses incroyables. Donc, ça va pas être que du vélo, heureusement. Je ne savais pas trop dans quel format j'allais faire tout ça, donc j'ai décidé de regrouper la traversée de ma France en une seule et même vidéo. Et ça a commencé comme ça. Les gars, c'est le départ. Désolé pour le son, là, j'ai pas sorti le micro. Mais départ pluvieux. J'ai dû au revoir à ma famille, à mes amis. Je vous avoue, c'était pas facile. Hier, j'avais un petit coup de mou. La pluie, ça m'aide pas. Mais bon, je suis pas fait en sucre. Ça va le faire. Donc là, direction Bourges. Je sais pas trop où je vais m'arrêter. Peut-être 120 km. Donc je m'arrêterai avant Bourges. Je pense pas que j'y serai ce soir. Allez, il y a de la route. Bon voilà les amis, Marco il est prêt. Du coup j'ai récupéré le casque parce que j'ai de la chance d'avoir une famille qui m'aime, qui m'a ramené ça à Saint-Martin-le-Beau. Puis moi voilà, là je suis en tenue de pluie, je sais pas si on voit bien. Donc j'ai sorti les guêtres de pluie et le pantalon de pluie, le petit kawaii. Donc là j'ai fait 47 km. Du coup petite pause. Ce soir je sais pas du tout où je dors. Vous connaissez un peu la façon dont je voyage. J'aime pas prévoir. J'aime bien prévoir mais sur les grandes lignes. Après sur ce que je vais faire exactement aujourd'hui, je sais pas. Je sais que je vais aller à Bourges. Je sais qu'après je vais aller à Genève. Enfin ça sera sûrement une étape bien après quoi. Hop, je repars. Je crois que je ne réalise pas encore l'aventure que je m'apprête à faire. Le ciel est gris. Il pleut. Dans ma tête, c'est confus. Je suis triste d'avoir quitté les gens que j'aime et sur le moment, j'oublie les raisons qui m'ont poussé à entreprendre un tel voyage. Je poursuis mon chemin le long du Cher sans presque m'arrêter. Cette route, je la connais bien. Je l'ai empruntée l'année dernière pour aller à Tignes. J'arrive à l'embouchure du canal de Berry et je ne prends pas vraiment le temps de comprendre pourquoi il y a un canal le long du Cher. Il est 18h, je vous avoue, j'ai envie d'une bonne douche. Je trouve donc une auberge non loin du canal, le domaine de Jogui. Bon, bah voilà ma chambre pour ce soir. Donc j'ai essayé de négocier le gîte, j'en ai pour 35 €. C'est pas du tout dans mon budget, mais bon. Donc il fait pas les repas ce soir, donc je vais devoir chauffer mon riz. Je vais me débrouiller. Bon voilà les amis, le propriétaire il m'a prêté la cuisine. Donc là ce soir, petit risotto au cèpe que j'ai acheté tout fait. On va faire ça avec du tofu, ça va être bon. Bon sinon à part ça, je suis claqué. C'était que 100 km, mais ça m'a séché. C'est parti aujourd'hui, deuxième jour. On reprend le canal de Berry pour aller déjà à Vierzon, puis ensuite sur Bourges. Donc les amis, aujourd'hui on va parler de l'histoire du canal de Berry. Donc le canal de Berry a été ouvert à la navigation entre les années 1829 et 1841. Il a connu ses heures de gloire à la fin du 19e siècle, où le trafic culminait à 1 600 000 tonnes de marchandises. Il s'étend sur plus de 320 km de long. Donc c'est le plus long canal de France, mais aussi le plus étroit. Ça a posé beaucoup de problèmes, d'où son déclassement dans les années 1955. À l'époque, la vallée du Cher regorgeait d'usines, forges, tuileries, cimenteries, scieries. Toutes ces usines avaient besoin d'un moyen logistique pour acheminer les matières premières et expédier leurs produits finis. Dans les années 1800, le Cher connaît d'importantes crues et sécheresses, le rendant impossible à la navigation une certaine partie de l'année. Sous l'empire de Napoléon Ier, on voulait moderniser toutes les industries et il a donc été décidé de canaliser le Cher dans un canal, le canal du Cher. Avant la fin des travaux, Napoléon est en exil, c'est le retour de la royauté en France. Le duc de Berry est alors chargé de terminer les travaux du canal qui portera son nom, le canal du duc de Berry, avant de devenir le canal de Berry. Le canal de Berry forme un Y et relie Montluçon à Noilly-sur-Cher. De là, les bateaux pouvaient poursuivre leur voyage vers Tours et la Loire en empruntant le Cher, qui a été entièrement canalisé. La branche sud du canal permettait également de rejoindre Marseille-les-Aubigny, une ville importante à l'amont. De là, les bateaux pouvaient se connecter au canal latéral de la Loire. Et nous le verrons plus tard,
dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, les collectivités locales et régionales ont essayé de moderniser le canal de Berry. Ils ont construit une piste cyclable, celle sur laquelle je me trouve actuellement, et elle fait partie de l'Eurovélo 6. Donc c'est vraiment très agréable de circuler le long de ce canal. Je pense que les pistes cyclables comme ça, faut pas cracher dessus. Bien au contraire, regardez, je suis en sécurité, il y a la route à côté. C'est franchement une super bonne chose. Et puis il y a aussi énormément d'arbres qui ont été plantés pour deux raisons. La première, c'était pour signaler la présence du canal aux alentours, mais aussi pour apporter un peu d'ombre et pour éviter que le canal s'assèche. Quand je l'ai prise l'année dernière, j'ai plutôt apprécié. Sans arbres, je pense que j'aurais cuit comme une merguez. Voilà pour l'histoire de ce canal, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je remettrai dans cette vidéo d'autres passages historiques. Et puis voilà, je vais essayer de vous filmer un peu quelques points importants du canal. Voilà. Donc on trouve tout au long de ce canal énormément de vestiges. Donc ça devait être un pont-levis. Et puis là, on va voir ce que c'est, mais ça a l'air d'être une tour très ancienne. Bon, bah là, comme vous avez pu voir, je suis parti dans un exposé du canal de Berry. En fait, j'étais en train de rouler sur cette route et je voulais donner du sens à mon projet. Du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé et j'ai décidé de vous le présenter. Là, ce qui va suivre, les amis, c'est une totale improvisation. J'ai vu une tour du XIIIe siècle, je suis rentré dans le village et vous allez voir la suite. À la mémoire de Jeanne d'Arc. Ça commence bien. Jeanne d'Arc est passée à Netou-sur-Cher le 3 mars 1429, venant de Gien, allant à Sainte-Catherine de Fierbois. Ouais, c'est joli, hein, avec la lumière qui passe là. Bon, attends, c'est un pigeonnier. Je vais me faire chier dessus, on rigole. Attention, hein. On va s'arrêter. Hop, le vélo il est là. Bon, je vais passer rapidement, je vais pas me faire chier dessus. Il y a énormément de fientes par terre. C'est vrai que c'est joli. Ah, porte d'en bas, 13e siècle. Donc ça a été érigé au 13e siècle. C'est magnifique, ce petit village. On va essayer de demander à des habitants s'ils connaissent un peu. Voilà les amis, il faut prendre le temps de visiter, c'est important, c'est des vacances, hein. C'est pas qu'un défi sportif. Comme on peut le voir, chaque pavé foulé susurre son histoire, vraie cité médiévale de ses tours et remparts. J'aimerais bien interroger des habitants ici, mais ça court pas les rues, on dirait. Je vais essayer par là. C'est vrai que c'est sympa, hein. Là, il faut prendre son temps, hein, je suis pas pressé. Ah, on va demander. Bonjour madame, vous êtes d'ici? Oui. Là je cherche en fait parce que je trouve ça très joli et je voudrais trouver quelqu'un qui pourrait me parler un peu de ce village, si vous voulez. Alors je sais pas si là je vois qu'il y a une piste de tourisme. Ah bah ça tombe bien, c'est exactement ce que je cherchais. C'est joli parce que c'est entretenu par des bénévoles. Bah oui, ah, du coup vous êtes bénévole. Voilà, je suis bénévole D'accord. dans la cité. Ok. J'ai vraiment eu de la chance de croiser cette dame. Elle est bénévole au village de Mentou et c'est grâce à elle que le village est aussi beau. Elle m'a directement montré le chemin. Vous frappez, vous Ouais. frappez, ils vont t'aider. Ok, très bien. Bah merci beaucoup. Du coup, j'ai frappé à la porte, on m'a ouvert et je suis tombé sur la directrice de l'office de tourisme Solonne côté sud. Mais avant tout, une habitante du village de Mentou qui a passé toute son enfance. La plaque que vous avez vue donc sur la porte, ça matérialise en fait les 500 ans de l'anniversaire de son passage. D'accord. En réalité, beaucoup de villages, notamment du sud de la Sologne, ont reçu cette plaque avec une statue qui est aujourd'hui dans l'église. Moi, actuellement, je n'ai aucune preuve qu'elle soit passée ici. Moi, je vais vous raconter donc la petite histoire de cette cité médiévale. Donc, elle commence à être construite en fait à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, et elle intervient dans un contexte assez particulier en Europe, qui est la première guerre en fait contre les Anglais suite au remariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II de Normandie, qui va devenir Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Et donc par ce mariage, on a les 2/3 de la France qui passent sous domination anglaise. Louis VII, qui est le mari déchu, si je puis dire, d'Aliénor, ne va pas véritablement contrer en fait ces Anglais. C'est son fils, Philippe II, qui va commencer en fait à dresser des murailles, comme dans tout un tas de petits villages notamment, qui sont riverains donc du Cher, puisque le canal de Berry n'existait pas, et qui vont se fortifier pour essayer en fait d'arrêter la progression anglaise donc sur l'est. Donc on est une toute petite cité et les
structure philippienne, en fait, elle se caractérise justement par un nombre très important de structures défensives sur un périmètre qui est somme toute très petit. C'est-à-dire qu'ici, on est sur 250 mètres de long, 150 mètres de large en longueur et en profondeur, et on avait 9 ouvrages défensifs. Donc 4 portes, alors il en reste 3 aujourd'hui, on va tout aller les voir, et on avait 5 tours rondes et il nous en reste 3 aujourd'hui. On a des rues qui sont quand même assez symboliques avec des noms qui sont très particuliers. Alors la rue Basse, c'est plutôt une rue qui est typique du Moyen-Âge, et vous comprenez pourquoi, c'est la rue la plus basse de la ville. Et on a aussi rue de l'Enfer et rue du Paradis. Les deux sont parallèles mais vont se rejoindre en une même place. Symboliquement, c'est souvent qu'on a en haut de ces deux rues, quand elles se rejoignent en une même place, on a une préfiguration du purgatoire. Alors, le purgatoire, c'était en réalité la tour de la prison, puisque on a l'ancien tribunal de bailliage qui se trouve en haut de la rue de l'Enfer. Donc vous n'êtes pas complètement en enfer, donc vous purgez votre peine. Le nom vient de là. C'est purgatoire en fait qui a donné le verbe, contrairement à beaucoup de verbes qui ont donné les noms. Là, c'est le contraire. Et donc, du coup, on pouvait quand même prétendre aller au paradis quand on avait donc purgé sa peine. Voilà. Donc, et ça grimpe, la rue du Paradis. Ça se mérite. C'est exactement ça. En plus, vous avez de la chance, il fait super beau. Ouais. Donc ici, vous voyez, donc ce grand bâtiment, qui a été énormément remanié au cours du temps. Il ne préfigure pas du tout ce qu'il était à sa création, donc au XVe siècle. C'est l'ancien tribunal de bailliage. Donc la ville de Mentou, elle a été affranchie, donc comme toute ville affranchie. Alors généralement, c'est pour des raisons qui sont très terre à terre, c'est de s'attacher une main d'œuvre. Et à chaque fois que vous affranchissez donc une ville, vous créez ce qu'on appelle une commune. Alors qui n'est pas tout à fait la commune qu'on connaît aujourd'hui. Et à la tête de cette commune, on a un conseil de prud'hommes. Et les prud'hommes aujourd'hui, en fait, ce sont ceux qui gèrent les différends entre les salariés et les employeurs, alors que à l'époque, c'était ceux qui géraient la bonne application donc, de la charte de franchise, d'où le fait d'avoir un tribunal de bailliage. Et bailliage, ça vient de bailli, et le bailli aujourd'hui en France, c'est le préfet. Et là, du coup, on est sur la deuxième porte. Alors, ce qui est intéressant sur cette porte, ça c'est une petite anecdote. Alors déjà, il lui manque un étage, c'est la porte d'en bas qui est la seule à avoir la totalité de sa hauteur. On est sur une vingtaine de mètres de haut. Donc elle n'était pas recouverte, ces tours. En fait, ces portes, pardon, on avait créé un étage au cas où. Alors il faut savoir que toutes les pierres que vous voyez ici, elles ont été prises dans le sous-sol de la ville. Donc notre sous-sol, il est creux, c'est la seule poche de grès, c'est le sous-sol. L'idée, c'était de pouvoir observer donc, la vallée du Cher, donc, par laquelle nos potentiels ennemis, à savoir les Anglais, donc, pouvaient nous envahir. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne voit pas d'ouverture donc, sur le nord. Il y a une raison qui est assez particulière, c'est que le nord, c'est les forêts de Sologne. Donc les forêts de Sologne, si vous les connaissez un peu, aujourd'hui, vous avez donc, des pins maritimes en fait, qui sont, pas sylvestres ou pins maritimes dans le futur, qui sont bien rangés, bien structurés, etc. C'est pour le gibier, donc ça c'est les plantations de Napoléon III, mais en fait au Moyen-Âge, la Sologne, c'est de l'aulne, c'est des bois tortueux, c'est beaucoup de broussailles, etc. Et donc on ne peut pas vraiment pénétrer dans cette Sologne. Et en plus, on pense que le malin, donc le diable, agit dans les forêts de Sologne. Donc on contourne cette forêt de Sologne pour pouvoir envahir les villages riverains du Cher. Les maisons qui nous restent, on est plutôt sur du 16e, donc à l'instar de celle-ci. Alors elle est classée monument historique puisque c'est une des seules qui reste à encorbellement dans le secteur. Alors l'encorbellement, c'est le fait de faire reposer la façade du premier étage sur des corbeaux de pierre, d'où le nom d'encorbellement. La structure que vous avez à l'étage, c'est pareil, on est sur un signe extérieur de richesse. Parce que normalement, la totalité en fait, de la surface, bois et le contenu à l'intérieur des pans de bois était recouvert d'un enduit à la chaux pour préserver justement de l'humidité. Là, on voit vraiment que l'on montre la brique et l'idée, c'était vraiment de montrer sa richesse. On est sur du XVIe siècle. La brique, elle n'est pas façonnée de manière industrielle, on la façonne à la main, donc c'est très cher. Donc c'est un moyen pour le propriétaire de l'époque de montrer sa richesse. Cette maison, elle a été façonnée par des maîtres maçons, qui sont en fait la première congrégation de métiers au Moyen-Âge et ils laissaient donc l'empreinte sur les maisons. Cette empreinte, on va la retrouver sur le chapiteau des colonnettes, vous voyez, entre les deux rosaces et la boule, vous avez une sorte de triangle avec une croix à l'intérieur. Ça, c'est le fil à plomb.
Donc c'est la maîtrise de la perpendiculaire. Alors là, on va passer par une voie qui a été remaniée au cours du temps, mais c'est ce qu'on appelle en fait une poterne. Donc elles étaient toutes faites pareilles, hein. C'est ce qu'on appelle les plans philippiens. Donc des petites tours, hein. Donc là l'idée c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les structures philippiennes, c'est on multiplie le nombre d'ouvrages défensifs. L'idée, quand un tombe, l'autre prend le relais. On y va? Oui, il faut faire attention. Voilà. Alors là on est sur le chemin de ronde, hein, vous voyez. Si on regarde sur la droite, là vous voyez, on a la porte d'entrée en fait de la salle des gardes, la porte nord, où on était tout à l'heure. Donc il faut vous imaginer bien évidemment que tous les faubourgs que vous voyez là, ça n'existait pas. Et le Cher était bien plus proche de la cité qu'il ne l'est aujourd'hui. C'était vraiment une barrière défensive. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a fortifié Mentou et pas une autre ville ailleurs. On va redescendre tranquille et puis on va aller, je vais vous montrer le prieuré. Ce que vous voyez là, il faut vous imaginer qu'on était sur l'enceinte, d'accord? Donc là, la partie qui est face à nous, où vous avez les fenêtres qui ont été ouvertes, c'est en fait un mur plein. C'est vraiment de l'enceinte et on retrouve donc cette fameuse tour défensive, alors qui a été transformée effectivement au cours du temps donc en habitation, mais quand vous regardez bien, on voit encore les meurtrières qui ont été complètement bouchées. Donc et là on est sur la porte Bonne Nouvelle. Alors Bonne Nouvelle tout simplement parce que elle est tournée vers l'est et c'est une référence aux croisades. Donc quand les croisés revenaient d'ailleurs ou pas de l'est, c'était pour apporter la bonne nouvelle, à savoir la libération donc des lieux saints de la chrétienté, notamment du tombeau de Jésus. Voilà. La visite a duré près d'1h30 et j'ai dû couper des passages pour synthétiser. Je vous avoue que j'ai pas vu le temps passer. Les explications de Katia étaient incroyables. On sent qu'elle est vraiment passionnée par ce qu'elle raconte. Si vous voulez en voir plus, je vous invite à vous rendre directement au village de Mentou sur Cher, où Katia y anime régulièrement des visites. Bon voilà, merci Katia, c'était très intéressant ces précisions. Je pense que j'ai vraiment matière à raconter. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous plaît, les petits points culture comme ça. Moi j'ai adoré en tout cas et j'hésiterai pas à vous en faire plus parce que bon, je suis là aussi pour raconter ce que j'ai envie de raconter. Je trouve que c'est intéressant l'histoire, surtout l'histoire de la France. Après on s'occupera de l'histoire des autres pays, mais d'abord l'histoire de la France. Donc je vais repasser par le petit pont-levis qui a été construit sur le canal de Berry et je vais reprendre tranquillement la route vers Bourges. Ah, comment c'est joli! C'est magnifique! Ça, c'est mon pays que j'aime. Donc là, j'espère arriver vers Soye-en-Septène, voire un peu plus loin, dépasser Bourges. Les amis, je suis au Val d'Oron, je crois que c'est ici, le Val d'Oron, hop, si je raconte pas de bêtises. Voilà, grand lac artificiel. Soleil plein sur le Val d'Oron, les amis. C'est magnifique, pendant qu'à Tours, il pleut. C'est ça les vacances. Bon, ce qui m'attend après, là, jusqu'à l'Allier, je la connais, moi, la route. Ça va être du vent, des plaines, des baloches de paille, partout. Quoique ils n'ont pas encore coupé à cette période de l'année. Mais ça va être venté, ça va être le fond d'écran Windows. Finalement, j'aimais bien le fond d'écran Windows. Je suis déjà si loin de chez moi. Et en fait, on ne se rend pas bien compte. Mais ce qu'on a chez nous, genre les paysages et l'architecture, c'est vraiment que chez nous que ça peut se trouver. Et voilà, donc c'est vraiment unique au monde. Mais on ne se rend pas bien compte puisqu'on voit ça tous les jours. Voilà. Je résume. Oh putain, elle est balèze mon pote Loa là. Vous pensez ils disent quoi là? Ils sont en train de se dire quoi là les amis? Voilà. Oh. Il souffle comme un chat. Non, n'allez pas sur la route. Voilà la première galère. Donc le chemin que je dois prendre, il est là-bas. Et c'est inondé. Donc je vais pas passer par là. Là, cependant, je vois qu'il y a un petit chemin
juste ici, là. On va essayer de pousser le vélo, mais c'est pas gagné. Parce que c'est quand même pentu. Allez, on va faire ça ensemble. Fallait bien que ça soit un peu galère. Oh là 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 là. Je vais jamais réussir à monter là. J'ai 47 kilos. Hein. Allez, on pousse. Ah mais je vais jamais réussir. Attends, je regarde sur le commode. Là, je suis en plein dans la montée là, putain. Comment je peux faire? Si je vais essayer de monter là, mais vas-y, c'est... Ah, ça a l'air d'être trop galère. Bon, je vais redescendre. Je vais aller regarder à pied déjà. Je vais essayer de reprendre la route là-bas là. J'ai vu qu'il y avait une petite route. Putain, on n'a pas le cul sorti des ronces. Ah. Faut que je retrouve un moyen d'aller là-bas là. Je sais pas du tout comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Premier obstacle de ce voyage. Bien sûr qu'il va en avoir des trucs comme ça. Bien sûr que je pourrais pas passer là où j'ai envie à chaque fois. Donc voilà, ça fait partie du voyage. Il faut apprécier ça. Il faut apprécier. Le chemin, il sera pas tout droit, il sera semé d'embûches. Et je le sais déjà. Donc voilà, on fait demi-tour. Et on va reprendre un bout de départemental pour pouvoir franchir cet obstacle. Bon, il y a un mec, je l'ai prévenu que c'était inondé. Il va quand même le tenter. Hein. Bon, bah, force à lui. Hein. Il y a plus d'1 mètre d'eau. Bonjour monsieur, c'est fermé là-bas, c'est inondé. Bah, lui aussi. Hein. Bonne chance. Hein. Ils ont des vélos électriques et tout. Je suis pas sûr que ça aille dans l'eau, ça. Complètement immergé, j'y crois moyen. Voilà les amis, c'est la fin du canal de Berry. Je vous avoue que j'ai passé du bon temps le long de ce canal que je vais quitter d'ici 500 mètres. Là, je me dirige vers l'Allier et ça va être une nouvelle aventure. Là, il faut que je trouve un gîte pour ce soir. Alors, c'est pas gagné parce que je sais pas du tout où est-ce que je vais aller. Oh là là, oh là 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 là, c'est inondé. Oh là là, là, j'ai pas le choix. Regardez. Hop. Oh là 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 là. Bon, ça va passer. On va dire que c'est tout droit. Alors, pas les pieds mouillés, pas les pieds mouillés. Ta, 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 ça passe. Oh là 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 là. C'est passé. Bon, j'ai un peu les pieds mouillés, le pied gauche. On va le secouer tout de suite. Oh, j'ai la patte mouillée. Je m'en suis sorti encore. Encore une embûche. L'eau. Mais l'eau, plus tard, ça sera pas une embûche, ça sera quelque chose que j'aurai envie, c'est sûr. Quand je serai dans la fournaise et que je vais cramer, je rêverai d'inondations comme ça. C'est sûr. Amis, tout à l'heure, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'après Bourges, c'est les plaines Windows. Et je vous avais pas menti, regardez ça. C'est vraiment les plaines Windows. Voilà, c'est ouvert. Avec des nuages. Je me croirais déjà en Mongolie. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que ça serait possible de remplir mes gourdes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vous remercie. Je viens de Tours et je vais jusqu'en Chine à vélo. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais, c'est le début là. Ouais, c'est le début, c'est le début. Et je voulais savoir, est-ce que ça vous dérangerait de me passer un rouleau de papier toilette parce que j'en ai vraiment pas. Ok, bah super, merci. C'est un peu gênant, mais merci beaucoup. Hop, super. Ouais, je vais être bien là ce soir. Hop, merci beaucoup. Bon les amis, je pense que je vais être contraint de dormir dans ma toile de tente pour la première fois. Donc voilà, j'espère que je vais trouver un endroit sympathique. Parce que là, je sais pas si on voit, mais il y a vraiment rien du tout. Rien du tout. C'est des champs, c'est les plaines Windows. Donc là, je vais pas planter ma tente au plein milieu du champ, quoi. L'agriculteur, le lendemain matin, il va venir me sortir à coup de pompe ici, là. Non, il faudrait que je trouve un endroit tranquille, quoi. Mais là, ici, c'est pas terrible. Hein. Je vais pas vous mentir. Oui, bonjour. Je vous appelle, ça serait pour savoir si vous restez de la place pour ce soir. Pour la chambre d'hôte, pour combien de personnes? Pour une seule personne. Oui, c'est possible. D'accord. Et au niveau du tarif, vous faites combien la nuit? 50 € la nuit, je t'ai compris. D'accord. Ok. Bon, là j'ai sorti tout le tintouin pour me présenter et présenter mon projet et dire que j'avais un budget serré. Attendez, je vais vous passer mon épouse. Ok.
D'accord, très bien. C'est juste que Bah bon. non, ah oui, on va accepter. Bah super, Bon, bah écoutez, on vous attend. ça marche et va très bien, merci, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Quentin. Je me dirige donc en direction de Blette, un village perdu en plein milieu du Berry, où j'ai été chaleureusement accueilli par Chantal et Patrick. J'en ai profité pour bien manger et surtout bien me reposer. Bon les amis, c'est parti. Troisième jour, oui, troisième jour. Aujourd'hui, direction Apremont-sur-Allier, puis Decize. Là, c'est le plein brouillard, les amis. Donc j'ai sorti le casque, le gilet jaune derrière. Je navigue un peu à l'aveugle. C'est la merde, on voit rien. Donc là, j'ai fait exprès de faire un détour pour pas prendre la départementale fréquentée par 1000 camions par jour. Donc voilà, je suis sur la déviation. Ça va me rallonger d'environ, je sais pas, au moins une dizaine de kilomètres. J'aime pas ça, le brouillard et tout, porter des gros gants, je peux rien toucher. Puis j'ai chaud là sous mon imperméable. Et si je l'enlève, je vais avoir trop froid, donc c'est chiant. Voilà, c'est ça qu'on veut. En plus, c'est une grande descente. Il fait bien froid, il fait bien froid. Voilà, là, c'est bon, ça va se réactualiser. Voilà, j'ai parcouru 15 km. Et sur la carte, en fait, j'ai fait des zigzags, j'ai quasiment pas avancé. Voilà, 1 heure de perdu, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je suis vraiment à 1 heure près? Non. Je viens de faire tomber mon micro par terre, j'espère qu'il marche encore, hein, parce que là, ça serait bête quand même de le perdre et de le casser sur la route surtout. C'est vrai qu'il y a un petit charme au brouillard quand même. C'est vraiment la campagne ici, vraiment, les amis. C'est long, je vous avoue. Hein. Avancer comme ça dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on voit. Je sais pas trop si c'est de la montée ou de la descente, enfin quoique je le sens dans mes jambes quand même. Mais ouais, pas si simple. Le brouillard peine à se dissiper. Je me dirige actuellement vers Apremont-sur-Allier, un village pas comme les autres, et nous allons découvrir ensemble pourquoi. Donc les amis, je suis dans le village d'Apremont-sur-Allier. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait me raconter un peu plus en détail l'histoire de ce village. Donc bonjour, est-ce que vous Bonjour. pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Karine et je suis secrétaire au Parc Floral d'Apremont. Vous pouvez me raconter un peu l'histoire de ce village? Oui, alors le château appartient à la même famille depuis les années 1700. Et en fait, en début 1900, Eugène Schneider, qui était un grand industriel au Creusot, a épousé la châtelaine. Et c'est lui qui est tombé amoureux aussi du village et à force de vente et de succession, a repris toutes les maisons une par une pour les refaire dans ce style médiéval berrichon. Et ensuite, pas son petit-fils, son petit-neveu a construit le parc floral dans les années 1970. Donc maintenant, c'est une propriété unique avec les maisons, le parc et le château. J'ai pas l'impression que ça soit habité. C'est vrai que le style extérieur est laissé pour faire un peu médiéval, mais ensuite les maisons sont habitées. Bon les amis, je me retrouve à l'écluse des Lorrains. Ici, il y a énormément de débit. On est sur l'Allier. Et ici, comme on peut le voir, la petite écluse. Donc en fait, ce système permettait aux petites péniches de circuler le long de ce canal. Et puis ici, je suis sur le canal de la Loire. Donc il a été élevé à plus de 11 mètres au-dessus de l'Allier. C'est juste une prouesse technologique incroyable pour l'époque. Donc les péniches pouvaient venir jusqu'ici et rejoindre l'Allier par l'autre petit canal qu'on a vu juste avant. C'est quand même incroyable. Le soleil est revenu, le brouillard s'est un peu dissipé. Donc si on résume, je suis parti de Tours en direction de Bourges, où je me suis arrêté sur la route au domaine de Joly. Le lendemain, j'ai repris le canal de Berry et j'ai eu le droit à ma petite visite guidée par Katia à Menetou-sur-Cher. J'ai continué mon chemin jusqu'à Blette où j'ai passé une nuit.
Et là, je suis parti ce matin dans le brouillard vers Apremont-sur-Allier, puis vers Decize en longeant le canal latéral de la Loire. Bon, voilà les amis, aujourd'hui journée de chill. Je suis à Decize. Alors j'ai longtemps dit Decize, mais c'est Decize. Et je vais aller prendre un petit café tranquille aujourd'hui. Pas de sport, pas de vélo, c'est tranquille. Et aujourd'hui, je vais faire que ça, me promener, prendre un café et c'est tout, chill. Je crois que je vais faire péter les calories là. Bon bah voilà, grand craquage en direct. Ok les amis, donc il y a l'office de tourisme de Decize qui m'a rappelé. Je vais peut-être avoir mon interview, donc on va aller les voir tout de suite. Normalement c'était jour de repos, mais je fais ça pour vous. Hein. Alors Decize est une ville importante pour le transport fluvial, tout simplement parce qu'on est à la confluence de plusieurs cours d'eau. On a déjà deux canaux, le canal du Nivernais et le canal latéral à la Loire. On a la rivière Aron, on a évidemment le fleuve la Loire, et puis on a ce qu'on appelle nous la Vieille Loire, qui est l'ancien lit de la Loire. Donc tout ça, ça fait qu'une commune importante où on aimait voyager sur l'eau notamment. Les canaux sont toujours utilisés. Les aménagements qui ont été faits par la région, notamment pour les cyclistes, avec des voies vertes qui ont été aménagées. Alors le long du canal latéral à la Loire, entre Nevers et Decize, on a notamment le grand itinéraire V6, qui s'en va bien évidemment de l'autre côté en allant sur la Saône-et-Loire. Et puis on a un autre itinéraire qu'on appelle, qui est un des plus beaux de France, que l'on dit, puisqu'il longe le canal du Nivernais. Qui remonte comme ça jusqu'à Auxerre. Donc c'est vrai que c'est très important pour nous, à la fois pour les cyclistes, mais du coup à la fois pour le tourisme de plaisance en bateau. J'ai passé tout le reste de la journée à faire du montage vidéo et je suis quasiment pas sorti de ma chambre. C'est parti les amis, aujourd'hui 4e jour de vélo. Et je vais en direction de Genève. Donc Genève, c'est à 300 km. J'ai encore le temps d'y arriver. Cependant, je vais faire un petit détour puisque j'ai vu une commune non loin d'ici qui m'intéresserait peut-être. On va aller voir ça. C'est trop beau. Je pensais pas. Regardez ce qu'il y a juste à côté de moi. Espèce de monticule de terre. Et on voit que c'est artificiel. Et on va comprendre aujourd'hui pourquoi. Voilà les amis, j'étais juste venu pour ça. Machine. C'est ici que je devrais habiter. Ah mais les gars, ici il y a les pompiers des machines, la salle des fêtes de machines, des magasins de machines, des usines de machines, que de la machine ici, bar de machines. On va s'arrêter, on va prendre un café de machine. Ah, il y a un musée de machines. Ah bah tiens, on va aller faire ça. Entrée musée. Là les gars, c'est exactement pareil que pour les autres interviews. J'y suis allé au culot, j'étais en train de délirer sur la machine. Et puis là, je vois qu'il y a un musée. Du coup, je décide de rentrer dans le musée, je demande à voir quelqu'un et vous allez voir, c'est super intéressant. Voir la machine autrement. Ah bah oui, je vous le dis. Bonjour, alors moi je suis Manon Mariette, responsable du musée de la mine pour la communauté de communes Sud-Nivernais. On est sur la ville de La Machine. Pourquoi ce nom? Ce nom est lié au charbon et à l'exploitation du charbon finalement, puisque avant la mine, il n'y avait rien ici, que des forêts, des marécages. Et on a eu Colbert qui est passé par là pour aller chercher notre charbon pour la royauté. Et à partir de là, on a commencé à avoir une mine à proprement parler. Et on a installé ce qu'on appelle un baritel pour pouvoir aller chercher le charbon sous terre, donc un manège à chevaux finalement. Et les gens venaient voir cette installation, puisqu'il n'y avait rien d'autre dans le coin. Les curieux venaient voir cette installation, c'était quelque chose d'incroyable. Ils venaient voir la machine. Et donc le nom est resté, la ville s'est formée autour de cette mine.
Et on a gardé ce terme de la machine pour désigner le village, puis la ville. Et donc, quand la commune a été fondée, on a gardé ce terme-là. Après, il y a eu autre chose qu'un Baritel, il y a eu des mines qui se sont construites. Oui, après le Baritel, on a effectivement eu donc des vrais ascenseurs qui sont descendus sous terre pour aller chercher le charbon de plus en plus profondément. Et donc, ascenseurs à vapeur, puis avec des moteurs électriques. Donc, jusqu'à la fin, on a eu beaucoup d'innovations. Une fois que le charbon sort de terre, il est envoyé au pré-Charpin où il est trié et nettoyé et après il est emmené par voie ferrée jusqu'au port de la Copine sur Decize. Et là-bas, on va donc le mettre soit sur des trains, sinon ça part par bateau, par les canaux qu'on a sur Decize. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des propriétaires qu'il y a eu sur la machine? Il y en a eu plusieurs tout au long de l'histoire. Donc au Moyen-Âge, on avait des seigneurs qui se partageaient les terres principalement. Et puis ensuite, on a eu des compagnies privées à partir de la Révolution. On a eu plusieurs entreprises très importantes, mais la principale, c'est la compagnie Schneider, dirigée par Eugène Schneider, qui a été propriétaire de la mine à partir de 1869. Mais vous vous souvenez de lui? C'est le même qui a acheté Apremont-sur-Allier. Donc en fait, sans le vouloir, j'ai trouvé qu'il y avait un lien entre Apremont-sur-Allier et la ville de la machine. Donc après, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé que ce mec, en l'espace de 25 ans, il a accumulé énormément de biens et de pouvoirs. Donc en fait, c'est un riche héritier. C'est maire du Creusot, député, ministre de l'Agriculture, président du Conseil général de la Saône-et-Loire et régent de la Banque de France. Donc voilà, le mec, vraiment, il a tout acheté. Allez, je vous laisse voir la suite. Ici, jusqu'en 1945 à la nationalisation. Aujourd'hui, qu'est-ce que la mine devient? Alors la mine a fermé en 1974, donc la mine n'est plus active depuis ce temps-là, mais depuis 1983, on a un musée qui est dédié à cette exploitation, de la volonté des anciens mineurs en fait de faire perdurer leur mémoire et d'expliquer aux plus jeunes ce que c'était que leur métier. Et donc c'est eux qui ont ouvert le musée en 1983 et depuis 40 ans, ils continuent d'expliquer aux jeunes et à tous ce que c'était que ce métier-là. Donc on peut voir que finalement j'ai trouvé pas mal de liens entre le canal du Berry, Apremont-sur-Allier et la ville de la Machine. Magnifique ici, magnifique la piste cyclable. Tac, ça roule tout seul. Trop beau. Bon les copains, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Genre là je commence tout juste à sentir ce petit goût de liberté là. Parce qu'en fait je me rends compte que j'ai le temps. Voilà, j'ai le temps. Le temps il est là, il faut le prendre. Si j'ai envie de délirer 3 heures à la machine, et ben je le fais, tu vois. Qui c'est qui m'en empêche? Personne. Et là c'est trop bien, vraiment, je sens le... On a tendance à toujours se presser pour faire les choses. Parce qu'on a ça à faire après, etc. Mais moi j'ai que ça à faire les gars. J'ai que ça à faire. Alors c'est trop bien. Je vais prendre mon temps et je vais kiffer. Oh, j'ai trouvé une petite épicerie sur la route. On va aller faire notre petite course. Qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, du chocolat. Oh, t'as pas du pain? Ah si, il reste du pain. Je vais prendre du pain. J'ai la dalle les amis, j'ai trop faim. On va faire ça. Hop. Là, j'aurai 50 pièces. Oh, avec du chèvre, ça c'est bon ça. On va prendre ça, c'est parti. Bon les amis, j'ai ma petite baguette de pain et mon petit croustille chèvre. On va déguster ça maintenant, hein. Pas de perte de temps. Là, du coup, je vous explique. J'étais sur le V6, il y avait 2 pancartes. Il y avait marqué Snake, relais vélo. Moi, le seul truc qui m'intéressait, c'était le Snake, les amis, bien sûr. Du coup, je vais dans le Snake, je prends mon sorte de croustille chèvre, je sors, je suis en train de manger. Et là, je regarde sur mon téléphone, je regarde sur la carte, je fais « Ah, mais le relais vélo, en fait, c'est juste en face ». Je me tourne, je vois qu'il y a un relais vélo. Donc là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un relais vélo, c'est une sorte de camping automatisé où tu payes l'entrée. Je crois que c'est 15 €. Tu as accès à une grande salle avec des tables et des chaises, une douche, des toilettes et surtout un emplacement pour planter la tente. Donc en fait, les gens qui passent par là à vélo, voilà, c'est super quoi. Et donc du coup, je rentre dans le relais vélo et là, je vois qu'il y a un couple de voyageurs avec leur enfant et je leur demande s'ils sont chauds de présenter leur projet. Ils acceptent et voilà la suite. Vous présenter?
Je commence? Tu Allez, commences? vas-y. Moi, du coup, je m'appelle Kelly, j'ai 27 ans. Là, du coup, on est sur un tour d'Europe à vélo. Moi, à la base, je suis éducatrice dans un foyer, protection de l'enfance. Et du coup, on a tout quitté pour partir à l'aventure. Et moi, Kevin, 33 ans. Du coup, pareil, voilà, on s'est lancé le projet de faire ce voyage à vélo qui nous tenait à cœur. On a mis en location ce qu'on avait à mettre en location et on est parti, sans trop se poser de questions. C'est ça. D'aventure. Ouais. D'aventure et de liberté. Et Alors, toi, tu t'appelles comment? Moi, je t'appelle avant. Et t'as quel âge? 3 ans et je vais en voyage à vélo. Oui, très bien. Il a bien appris. Ouais, c'est ça, il a révisé. On est parti du centre, on va vers la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche. En fait, on va vers tous les pays de l'Est. Hongrie, tout ça. On va s'arrêter jusqu'à Athènes. À Athènes, on va bien se reposer au moins une semaine ou deux, bien profiter de la Grèce. On aura fait au moins déjà 4000 km à peu près. Et après, on repart de l'autre côté, du côté du Monténégro, de la Croatie. Après, on traverse, on va en Italie. On fait la Sardaigne, la Corse, on vient un petit peu en France. Après, on fait Espagne, Portugal et on s'arrête à Porto. Notre périple s'arrête à Porto. On pense le faire en 8 mois. Normalement, on sera arrivé à Porto, si tout va bien, fin novembre, début décembre. Ok, à peu donc près. 10 000 km, c'est ça? Environ Environ, entre 10 et 11. Ouais. 10 et 11. Alors du coup, vous voyagez, j'ai vu qu'il y avait une petite carriole hein, pour en parler. C'est ça. Ouais. Vous avez combien de poids à peu près Alors, 2 bagages, sans compter le petit ni la carriole, on est environ à 70, 75 par là. Sans compter le petit, le poids du petit, le poids de la carriole. Le carriole doit faire 23 une kilos. vingtaine de kilos et le petit, il en Et fait 13. Ok. Donc on voyage avec plus de 100 kilos, je pense. Ouais, au C'est notre total. maison en fait pour 8 mois. Hein. On se trimballe avec notre maison tous les jours en fait. Avant de partir, on a découvert l'association de mécénat cardiaque sur Instagram. Et en fait, c'est des gens qui se lancent dans des défis sportifs et qui ouvrent des cagnottes en ligne. Alors après, il faut choisir le montant. C'est minimum 12 000 € pour pouvoir sauver un enfant d'une maladie cardiaque. Et en fait, on s'est dit, on fait un voyage à vélo, on fait un défi sportif. Donc pourquoi pas en fait faire bénéficier une opération pour un enfant. Et donc généralement, c'est les enfants des pays pauvres. Donc ça peut être l'Iran, ça peut être l'Afrique. Et en fait, une fois que l'argent est récolté, ils font venir l'enfant en France, ils l'opèrent. Après, il va en convalescence dans une famille d'accueil. Et en fait, nous, on a la possibilité de rencontrer cet enfant-là, une fois qu'il est opéré. Et en fait, on s'est dit, on est parents en plus, donc on est d'autant plus touchés par la maladie. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas du coup ouvrir une cagnotte en ligne et essayer de récolter de l'argent. Donc là, ça y est, ça commence à se lancer tout doucement. Mais on espère récolter les 12 000 € avant d'arriver au Portugal. Afin de financer une opération pour au sauver moins un enfant. Voilà. Merci de votre temps. Ouais, merci à toi, Merci à ça toi. fait plaisir. Allez suivre les pédaliers du cœur sur Instagram. Très beau projet, vraiment. En plus, ils voyagent avec un enfant. Allez leur donner de la force. Oh là là, j'adore. J'adore le printemps. Ça sent bon. Il fait bon. Regardez, j'ai enlevé mes gants là. Enfin! Donc, deuxième fois, le canal latéral de la Loire. Incroyable. Les amis, on est à Digoin, la fin du canal latéral de la Loire. Et ici passe juste en dessous de moi la Loire. Magnifique. Ah, c'est joli ici. Avec un beau petit coucher de soleil. J'arrive à Paray-le-Monial. Je vous avoue, je suis claqué et j'ai pas pris le temps de filmer. J'ai dormi dans un Airbnb un peu claqué et le lendemain matin, je suis parti à la première heure. Bon les amis, aujourd'hui 5e jour de vélo. Donc ce soir, j'ai potentiellement trouvé un warm shower à Bourg-en-Bresse et on va aller voir ce que ça donne. En attendant, j'ai de la route. Il me reste 100 km et il est midi. Donc ça monte, ça descend, ça commence à avoir pas mal de dénivelé. Quoique ça reste tranquille plutôt. On verra dans 4-5 jours ce que ça va être. Ok, mauvaise route.
Bon voilà les gars, c'est Nicolas qui va m'accueillir ce soir. Donc j'espère y être avant 19h. Parce que je crois qu'il a prévu quelque chose. Vous voyez ce que je vois les amis là? Oh la montée mon pote. Oh là là. Oh l'enfer. Et c'est que le début. C'est que le début. Ça va être long là. Là, je me plains alors qu'en fait, après avoir fait les Alpes, je me dis, mais ça, c'est tranquille. Vraiment, c'est tranquille. Bon, en fait, on ne le voit pas avec le FOV de la caméra, mais vraiment, ça grimpait. Et vu les 20 minutes de descente que j'ai eu juste après, c'était pas non plus du beurre. Troisième plateau. Oh là là. Ah, regardez ce qu'il y a devant moi les gars. Une descente. Hop 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 hop. Oh là là, 60 km/h les amis. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et Pogacar, on n'arrive plus. Oh la descente de l'espace les amis. Oh là là, tout ce que j'ai monté, je l'ai redescendu. Incroyable. Ah, ça fait du bien. Une pointe à 66 km/h. Oh, je suis fatigué. Même en descente, à force de gueuler comme ça là, ça me fatigue. Les amis, on est sur la voie verte. Le tunnel était fermé, il réouvre le 15 avril, donc je suis un peu deg, j'ai dû me taper un col. C'est pas le premier, hein, ça sera pas le dernier. Et là, on est de nouveau sur la voie verte qui va m'emmener jusqu'à Mâcon. Regardez où je suis moi. Je suis à 500 km de chez moi et il y a des pistes cyclables, les gars, c'est tellement bien. Ça roule tout droit, je suis là, je suis... Oh là là, je suis aware, je suis connecté avec la nature. Les gars, je sens que je suis aware, vraiment. 18 km, c'est tout droit. Bourg-en-Bresse. Je poursuis ma route sans m'arrêter jusqu'à Bourg-en-Bresse où je fus accueilli chaleureusement par Nicolas et sa famille. Donc, je suis Nicolas, j'habite Bourg-en-Bresse et donc on t'accueille Quentin aujourd'hui en tant que membre de Warm Shower. On est aussi la famille cyclo-voyageurs. On traverse actuellement sur plusieurs années l'Europe à vélo sur l'Eurovélo 6. Cet été, on a prévu de faire l'Autriche et arriver à Budapest. On va peut-être parler de Warm Shower, tout le monde ne connaît pas. Donc Warm Shower, c'est un site et une application sur smartphone qui permet d'héberger et d'être hébergé quand on est cyclo-voyageur. Donc le principe est très simple, je crois que quand on s'inscrit, c'est ce que tu as fait récemment, c'est 10 €, c'est ça? 30 € maintenant, c'est à vie, donc c'est quand même, c'est amorti déjà. En une nuit à la maison, c'est amorti, voilà. Tu es inscrit, tu recherches sur une zone où les gens qui sont disponibles pour t'héberger. Tu arrives, on te donne une douche chaude, c'est le terme en anglais. Le repas, en général, c'est un paquet complet, c'est la douche, le repas, petit-déj. Et tu sors pas le porte-monnaie, sauf que hier tu as payé une bière. Et donc le principe aussi, c'est que quand on arrive, on se plie à l'activité de la famille. Hier soir, je suis allé au match de rugby, Quentin est venu avec moi au match de rugby. Là, Quentin aujourd'hui est accueilli et quand il sera de retour de son périple, il va être aussi en mesure de rendre effectivement le service inverse en hébergeant des familles. Je te remercie, super. Très bien, bon voyage à toi. Bon, on va faire des petites courses. Je sais pas trop encore ce que je vais prendre. Ça, hop, là. J'ai jamais testé. Ça a l'air pas mal. La belle rouge. Ça, c'est de la frappe. Y a pas mieux. Les amis, c'est parti. Lundi 31 mars. Aujourd'hui, direction la Suisse. 110 km, 1700 de D+. Faut prendre son mal en patience. Voilà, 5 km/h, c'est comme ça. Et encore, c'est que le début. Il fait beau, mais il y a du vent. C'est super, on adore. Magnifique.
J'étais là, j'ai grimpé, tac, 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 tac. Et là j'arrive ici, ça continue de monter. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa la vue. Le vélo, il est là. Je pense qu'il va me faire passer par ici. Je suis impatient de voir la vue que ça va donner. Ça y est les gars, on commence à arriver dans les Alpes. Petit à petit, on y arrive. Et regardez-moi ce décor, c'est incroyable les amis. J'adore. Oh là là. Et ça commence direct. Même pas de... Oh là là. Je voulais boire un petit coup là, mais... Oh là là. Oh la vache. Les amis, 15% de pente, je crois que j'ai jamais fait autant. Parce que dans les Alpes, c'est plutôt bien aménagé. Là, ici, c'est un casse-pattes le bordel. Un casse-pattes. Si j'arrête de pédaler, ça s'arrête instantanément. Oh là là, ça s'arrête plus. De toute façon, les amis, il n'y a qu'une chose à faire dans ces moments-là. Se taire et se concentrer sur l'objectif. L'objectif, il est juste là, je le vois là. Je vais y arriver à bout de cette montée là. 1 heure de montée les gars, 1 heure. On n'est pas loin du pic. Voilà, maintenant qu'on est bien chaud dans la montée, il faut penser à remettre son petit coup de vent. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on tombe malade. Je crois qu'on est parti pour tout redescendre les amis. Incroyable. Oh la vue. Je sais pas si vous voyez là. C'est trop beau. Ah, ça fait du bien la descente là comme ça là, incroyable. Avec le paysage là-bas là, wouh, on s'envole. On va demander à des habitants de remplir la gourde parce que j'aurai presque plus. C'est ce qu'on mange sur le vélo les amis, des petites noisettes, moi aussi, des petits gâteaux. J'ai repéré une petite boulangerie. Ouais, bon bah là c'est vraiment le truc que je repère H24 dans mon voyage. Je fais souvent des carnages et là j'ai été gentil. Et là plus j'avance dans les étapes, vraiment plus je fais des repas de Sangoku, c'est n'importe quoi. Oh, ça c'est de la frappe ça. Ça c'est de la frappe. Les amis, j'ai mon petit pain sandwich là, il est balèze. Emballé dans une tonne de plastique. Ça refait. Bon, on va ranger tout ça. Je me connais. Si je commence à continuer à manger comme ça, là, c'est fini. C'est super beau, j'adore. Vraiment, là, incroyable. C'est sympa. Ça, les amis, c'est pas du tout terrible. Parce que je me retrouve sur une départementale, la route de Genève, avec des voitures qui roule à 90 à côté de moi. C'est nul, c'est moche et ça pue. Et en plus, je suis dans une montée, alors autant vous dire que j'avance pas. Il n'y a vraiment aucune piste cyclable. J'ai regardé sur l'itinéraire, il n'y a rien. Même s'il n'y a pas marqué clairement piste cyclable, bah en vrai, je pense que c'est à ça que ça doit servir. Et c'est plutôt pas mal. Ce soir, les amis, je ne suis plus en France. Wouhou! Oh bordel, le tunnel! Oh non! Ah ça va, c'est pas long. Wouh! Oh! Oh l'enfer!
Ouais, bah là, le mec, plutôt que d'attendre 10 secondes que je sorte du tunnel, il me frôle avec son putain de van et il prend le risque de me tuer pour 10 secondes de son temps. Vraiment, c'est n'importe quoi. Il me resserre contre le trottoir. J'avais mes sacoches et tout, c'est hyper dangereux. Vous imaginez, je me prends la roue contre le trottoir, je tombe, il y a une voiture derrière, elle m'écrase, c'est terminé. Voilà, j'aurais pu mourir en France, les amis. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres des comme ça parce que c'est vraiment pas drôle. Enfin bref. Ah, Nick, attrapé! Oh! Ah, je suis vivant! Ah! Les amis, je suis en Suisse! Bonjour! Donc là, je vais vous faire un petit récap d'où est-ce que je me trouvais. Donc j'étais à Decize, je suis monté à la machine pour faire un petit détour. Voilà, parce que le nom il est important pour moi. Ensuite, je suis allé à Paray-le-Monial où j'ai dormi dans un Airbnb claqué. J'ai pas filmé parce que ça m'a saoulé. Après, je suis arrivé à Bourg-en-Bresse chez mon premier warm shower, Nicolas et sa famille, c'était super bien. Le lendemain, je suis parti chez ma pote, aussi à Bourg-en-Bresse, où j'ai gardé son chat Coco pendant 2 jours. Et ensuite, j'ai pris la direction de la Suisse. Bon, du coup, j'ai juste fait un petit passage en Suisse, puisqu'après, en fait, je suis retourné en France, à Saint-Julien en Genevois, où j'ai été accueilli par Maud et François et leurs enfants. Franchement, c'était super. Je devais rester une journée et finalement, je suis resté 2 jours. J'ai eu le temps de visiter Genève durant la 2e journée et j'ai même gardé les enfants le soir. Voilà, franchement, ça s'est super bien passé. On s'est bien amusé. Voilà, vous savez à peu près tout de ma traversée de la France, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez passé du bon temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous dis merci, franchement, parce que c'était beaucoup de boulot. Et là, du coup, je prépare la prochaine. Ça va porter sur la Suisse et l'Italie. Donc, restez branchés parce qu'il y a vraiment du très lourd qui va arriver. Il y a surtout des personnes en or que j'ai pu rencontrer. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse de mon expérience. Allez, je vous dis à bientôt et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao!